Monsieur Cyril dit Zlatan, le volleyeur réceptionneur du Standard. Ça y est, j'ai la balle. Merci pour le relais, merci Benoît, merci Mathieu, merci à toute cette équipe. Et j'ai Louis en face, voilà, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu le plaisir de bosser pour lui. C'est pas terminé, t'es là jusqu'à minuit. Mais c'est vrai que je suis là encore jusqu'à minuit. Cyril, oui, tu dois tenir le Standard. Je vais pas jouer les ovnis, je vais rester là. Très bien. Le thème de la soirée. Merci Cyril. Alors on va parler des ovnis, Cyril vient de le dire justement, de l'hypothèse ovni, et on va en parler. C'est faux. Avec c'est vrai. C'est archi faux. C'est intéressant vos deux positions. On va en débattre justement, mais on va en débattre de manière posée et scientifique avec un des représentants du CNES, qui est le directeur d'un service qui s'appelle le GEPAN et qui s'occupe d'explorer toutes les pistes possibles. Et on aura également Pierre Lagrange avec nous, qui est un des grands spécialistes de l'ufologie. Tout ceci est donc clair. Si je puis me permettre, il n'y a pas d'institution secrète qui enquête comme ça. Non, d'accord. Là pour l'instant. Si je puis me permettre, dans l'émission de rugby, on a parlé de petits gris parfois, mais c'était simplement des escargots, des cargolades. Allez, voilà pour les ovnis. Donc c'est dans quelques instants. Le sport, on vous l'a dit, ça revient demain. Très bonne soirée à tous sur Sud Radio, bien entendu. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Silorio Mazzarini, soutiene Retina Force. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir le dossier des ovnis avec un service du CNES, du Centre National d'Études Spatiales. Ce service s'appelle le GEPAN. Son directeur est avec nous, Jacques Patonnet, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, que signifie ce sigle GEPAN ? Alors le sigle GEPAN signifie Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà. Effectivement, on évite de parler d'ovnis, du moins dans un premier temps. Oui, on parle de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et les ovnis font partie des nombreuses hypothèses sur lesquelles vous vous penchez régulièrement quand il y a des cas intéressants qui arrivent sur votre bureau. Disons que les ovnis constituent un petit morceau de tout ce qu'on peut observer de l'ensemble des ponts. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Avec nous également un sociologue, Pierre Lagrange, bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre Lagrange, bonsoir. Vous êtes auteur de nombreux articles et livres sur les ovnis, entre autres. On a eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises, notamment pour parler de cryptozoologie. Je me rappelle de cette très belle émission que nous avons réalisée ensemble. Et d'ailleurs, j'invite ceux et celles qui en ont la possibilité d'aller faire un petit tour du côté du musée de Lausanne pour aller découvrir tout ce fond sur la cryptozoologie qui est magnifique. Alors, Pierre Lagrange, vous vous êtes rendu compte que ce soir, je crois que c'est une soirée anniversaire dans le monde de l'ufologie. Hein, c'est ça, il me semble. Hein, oui, en fait, c'est-à-dire qu'on est le 25 juin. Oui. Donc le 24 juin 1947, c'était la première, entre guillemets, observation de soucoupe volante. C'est-à-dire l'observation qui a été à l'origine de l'invention de l'expression. Et l'expression soucoupe volante, Flying Saucers aux États-Unis, a été créée le 25 juin 1947 par des journalistes du nord-ouest des États-Unis. D'accord. On l'a pas fait exprès, hein. Non, c'est une série de malentendus comme ça arrive souvent. Donc Pierre Lagrange, vous êtes avec nous en compagnie de Jacques Patonnet jusqu'à minuit. Nous allons ouvrir ce dossier intéressant d'études, d'informations et d'observations de phénomènes aérospatiaux un petit peu étonnants. Alors vous-même qui nous écoutez, si vous avez des choses intéressantes ou inhabituelles à nous dire, si vous avez vu des choses particulières dans le ciel de notre région ou ailleurs, si vous êtes témoin, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Cyril, vous l'avez entendu, est fidèle au poste jusqu'à minuit, 0826 300 300. Vous pouvez également vous exprimer par SMS, c'est simple, vous tapez sur votre portable Sud, vous laissez un espace, vous envoyez ensuite votre réaction, votre question ou tout simplement votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle au 71 200 et ensuite je me ferai votre porte-parole.
ou on vous rappellera, Cyril vous rappellera si vous nous avez envoyé votre numéro de téléphone. Alors, Jacques Patonnet, on va commencer avec vous cette émission en plantant le décor. Première question, l'historique du GEPAN. Qu'est-ce que le GEPAN, en fait? Alors, le GEPAN a été créé en 77. C'est une décision du directeur général du CNES de l'époque, Yves Sillard, qui a créé le GEPAN sur la demande de Claude Poher, qui est un ingénieur au CNES et qui travaillait depuis longtemps à titre personnel sur ce sujet. Et donc, il a convaincu le directeur général de l'époque de créer ce service. Donc, qui a le même sigle qu'aujourd'hui, c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et il était coiffé ou piloté par un conseil scientifique. Alors, un conseil scientifique, je précise, parce que tout à l'heure on parlera d'un comité de pilotage, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, qui était composé de scientifiques, qui était présidé par le président du CNES de l'époque, Hubert Curien, et dont les scientifiques étaient nommés effectivement par Pierre Curien. Donc il y avait un rôle de pilotage. Le GEPAN rendait compte au conseil scientifique de ses activités. Et ça a fonctionné jusqu'en 1988. Il y a eu 7 réunions du conseil scientifique. Et il y a eu dans cette période-là un certain nombre de publications, des notes d'information et des notes techniques qui expliquaient d'une part la méthodologie de fonctionnement du GEPAN, un certain nombre d'études et puis des comptes rendus, des résultats d'enquête relativement intéressants. Et le GEPAN, c'est donc un service du CNES, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le GEPAN, c'est une mission qu'a le CNES et c'est totalement intégré dans les missions du CNES. Bon, c'est une mission marginale, hein, il faut pas. Oui. C'est quand même pas le cœur de métier de la maison. mais c'est une des ramifications. C'est une des ramifications et ça dure depuis 77. Écoutez, je trouve ça. Alors, je vais peut-être me tromper, mais dans cette émission, nous parlons souvent avec différents scientifiques, que ce soit des docteurs en médecine, des docteurs en biologie, en physique, que ce soit avec des sociologues, comme par exemple Pierre Lagrange qui est notre invité ce soir, de phénomènes paranormaux. On a interviewé des scientifiques anglais, américains, allemands, qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux. Je ne fais pas le parallèle entre les phénomènes paranormaux et les ovnis, je ne mélange pas les deux, loin de là, mais il y a un intérêt, je dirais, ailleurs, hors des territoires français. C'est-à-dire que les différents États ou les différents Länder, pour prendre le cas de l'Allemagne, ont dit on ne va pas laisser la place aux farfelus, aux sectes et aux groupes sectaires ou autres illuminés. Il faut que des scientifiques se penchent sur ce problème. Et en ce qui concerne l'OVNI, c'est là où je veux en venir, c'est un petit peu la même chose. On ne peut pas laisser le terrain libre à tout un tas d'illuminés, d'hurluberlus ou de barjots pour être trivial. Les scientifiques ne peuvent pas laisser ce terrain-là libre. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. C'est une des raisons de la création du GEPAN. En fait, il y a 3 raisons principales pour lesquelles le CNES s'occupe des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, vous en avez cité une. Effectivement, c'est une réponse sociale. Bien sûr. Il faut que l'État, par l'intermédiaire d'un de ces organismes, puisse donner une réponse officielle, même si elle n'est pas toujours très forcément satisfaisante pour les gens qui la reçoivent, mais une réponse officielle sur ce phénomène, pour effectivement éviter des dérives sectaires. On a vu des drames dans certaines sectes qui se réclament d'extraterrestres, de planètes, je ne sais où, etc. Donc ça peut devenir effectivement extrêmement dangereux pour la société. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une démarche scientifique pure, c'est-à-dire que s'il y a des phénomènes qu'on comprend pas,
il faut essayer de comprendre. Bien sûr. Donc il faudrait essayer de chercher. On connaît pas, la science n'est pas fermée, on connaît pas tout. Évidemment. Et donc il faudrait arriver à comprendre le maximum de phénomènes. Oui, tout à fait. Pierre, oui, allez-y. Excusez-moi, oui. Et en plus, la troisième région, c'est une région un peu de défense. S'il y a vraiment des engins qui se baladent, qui volent au-dessus de nos têtes, au-dessus du territoire, et qu'on soit incapable de l'expliquer, ça peut-être poser un problème de défense nationale. Oui, tout à fait. Pierre Lagrange, qu'en pensez-vous? C'est plutôt sain comme démarche, non? Vous ne trouvez pas? Alors, oui, ça c'est plutôt, effectivement, c'est l'attitude sympathique de la science, je dirais. Mais dans l'histoire, en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Je dirais d'abord parce que souvent il y a un malentendu sur la mission des scientifiques. On vit, nous, la plupart des gens qui sont pas attachés au milieu scientifique, avec cette idée que la science s'intéresse à tout ce qui est bizarre. C'est pas vrai. Les scientifiques vont s'intéresser à ce qui est bizarre dans la mesure où ça peut permettre de produire des programmes de recherche et je dirais des retombées sociales intéressantes. Par exemple, pour prendre une tarte à la crème, Pasteur s'est pas intéressé aux microbes simplement parce que c'était bizarre, mais parce que ça avait des conséquences tout à fait concrètes sur la vie de la cité. Et on a pasteurisé la société. Donc la question des ovnis, ça a longtemps été l'objet d'un malentendu. C'est-à-dire que d'un côté, le public disait c'est bizarre, donc il faut que les scientifiques s'y intéressent. Et de l'autre côté, les scientifiques, la réponse, quand ils disaient c'est des hallucinations, c'est pas intéressant et tout, en fait, ils voulaient pas expliquer le sujet, ils voulaient juste expliquer leur agacement de se voir mobilisés sur un truc qui pour eux n'avait strictement aucun intérêt. Donc c'est ça le vrai problème, c'est si on considère que c'est une mission de la science de s'intéresser à ça, quel type d'intérêt scientifique on construit autour de ce genre de sujet? Parce que le fait d'avoir un truc bizarre, il y a des tas de choses bizarres en science, les revues scientifiques sont pleines de trucs bizarres, mais ça ne suffit pas à construire des programmes de recherche. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Et je pense que une solution moderne, celle d'ailleurs qui a été un peu à l'origine du GEPAN, c'est cette idée de mission publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le public a aussi le droit de participer à la définition des questions scientifiques et qu'il doit y avoir une interaction beaucoup plus forte entre la cité et le monde scientifique. Donc, ce qui veut dire que les phénomènes, pour reprendre vos termes, Jacques Patenay, l'étude, l'investigation sur des phénomènes aérospatiaux non identifiés mérite l'intérêt des scientifiques, on est d'accord? Il devrait mériter l'intérêt des scientifiques. Ceci étant, je suis d'accord avec Pierre Lagrange. La question se pose aujourd'hui, pourquoi les scientifiques n'arrivent pas à s'intéresser à ce sujet? Alors, on tourne autour du pot, c'est un peu la poule et l'œuf, parce que c'est clair qu'on n'a jamais sorti grand-chose de scientifique des observations qui ont été faites. Ceci étant, est-ce qu'on s'y est bien pris pour arriver à en sortir quelque chose de scientifique? Je sais pas, peut-être pas. Donc effectivement, il faut le grand challenge, c'est arriver à construire quelque chose qui arrive à réellement intéresser les scientifiques. Jacques Patenay et Pierre Lagrange, vous restez avec nous jusqu'à minuit. Nous allons parler de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Nous parlerons évidemment des hypothèses OVNI, si tant est qu'elles méritent d'être posées. Jacques Patenay, dans quelques minutes, vous nous raconterez peut-être un ou deux cas que vous estimez être intéressants dans les dossiers que vous avez repris et dont vous avez la charge maintenant à travers votre direction au GEPAN. Pierre Lagrange, vous nous direz ce que vous en pensez, quels sont les cas qui pour vous sont vraiment intéressants, qui méritent l'intérêt des scientifiques, et évidemment vous qui nous écoutez, si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Cyril est au standard 0826 300 300 ou par SMS, le mot Sud, un espace, vous tapez votre réaction, votre question ou vous envoyez votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler et vous envoyez tout cela au 71 200. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Si vous avez observé des choses intéressantes ou inhabituelles dans le ciel de notre région, vous pouvez nous appeler. Nous avons les spécialistes autour de la table pour pouvoir vous éclairer. 0826 300 300, ou vous nous envoyez un SMS avec votre portable. Vous tapez Sud, un espace, votre réaction, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Avec nos deux invités, Pierre Lagrange, sociologue, auteur de nombreux articles et nombreux livres sur le dossier OVNI, et Jacques Patenay, qui est le directeur du GEPAN, qui est le groupe d'études et d'information de phénomènes aérospatiaux non identifiés, au CNES, au Centre national donc d'études spatiales. Jacques Patenay, parmi tous les cas, parce qu'on parlera des archives du GEPAN, ça existe depuis 77, donc depuis 77. Il doit y en avoir quand même un sacré paquet de belles archives à découvrir. Un cas intéressant qui vous semble, vous, intéressant, poser des questions intéressantes aux scientifiques. Les cas, bon, j'ai malheureusement pas de scoop à vous fournir ce soir. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Ah oui, nous pour l'anniversaire de la création des soucoupes volantes. En plus, ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais. Ouais. Donc il y a quelques cas en France qui posent réellement problème parce qu'il y a des traces sur l'environnement. Ouais. On va parler d'un cas que tous les ufologues connaissent bien, c'est Trans-en-Provence. Ouais. Donc ça s'est passé en 81. Assez récent donc finalement. Oui, c'est pas si vieux que ça 85 ans. Quoi. Ouais. Donc quelqu'un qui était dans son jardin en train de bricoler, donc un jardin en terrasse. A vu arriver un engin qui s'est posé par terre et puis qui est reparti pratiquement aussitôt. Mm-hmm. Donc l'observation a duré très peu de temps, l'observation a duré 20 à 30 secondes, pas plus, avec un sifflement. Ouais. Donc ce monsieur est parti voir les gendarmes, a alerté les autorités, etc. Et effectivement, il y a une trace d'environ 2,40 m, complètement circulaire sur la terre, puisque là, il y avait pas beaucoup il y avait un peu de végétation, mais on est en Trans-en-Provence, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'était assez sec, ouais. C'était relativement sec, avec un sol qui a été marqué, enfoncé au niveau de la trace. Ouais. Donc il y avait vraiment une trace physique, quoi. Il y a une trace physique. La personne n'avait pas eu une hallucination. Ah non, c'est clair que la personne n'a pas eu d'hallucination, puisque l'enquête a montré que l'engin pouvait faire environ 2,50 m de diamètre sur 1,70 m de haut, à peu près, que le sol avait été tassé, légèrement enfoncé, et avait subi une forte chaleur qu'on ne sait pas estimer, mais en tout cas inférieure à 600 degrés, puisqu'il y aurait eu d'autres transformations du sol au-delà de cette température. D'accord. Mais il y avait des transformations du sol qui ont montré que le sol avait réellement chauffé. Mm-hmm. Bon, il y a eu des plantes, enfin il y avait quelques plantes, c'est de la luzerne sauvage qui a été qui a subi aussi des perturbations. Ouais. Bon, voilà, et puis bien l'histoire s'arrête là, puisque on n'a jamais été capable de dire ce qui s'était réellement passé. Et donc le cas reste, le dossier reste non classé, comme on dirait dans une série connue, célèbre. La vérité est ailleurs, etc. Oui, on connaît bien. Alors dites-moi, Jacques Patenay, ce genre de cas pose des questions évidemment, mais j'en ai une première. Le témoin a décrit l'objet, parce que même s'il l'a vu qu'une vingtaine ou trentaine de secondes, ça laisse quand même le temps de voir s'il était carré, s'il était rond, s'il ressemblait à quelque chose. Il était sphérique. L'observation a été courte et le témoin était environ à une trentaine de mètres de l'objet. Donc l'engin était ovoïde, quoi, dirons-nous. Bon, on a eu des observations beaucoup plus proches. On a eu un témoin qui a pu observer pendant 20 minutes une espèce d'engin ovoïde aussi, en sustentation, à 1 mètre au-dessus du sol, dans son jardin. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais alors, en ce qui concerne, donc là, ça s'est passé à Trans-en-Provence. C'est ça. D'accord. Pierre Lagrange, j'imagine que ce cas, vous le connaissez. Oui, parce que pendant toutes j'étais étudiant à l'époque, et ce cas a été l'objet de nombreux débats. Et on retombe un peu toujours sur le même genre de situation, c'est-à-dire que on a une affaire qui est assez extraordinaire par tout un tas d'aspects, mais on se rend compte que quel que soit le degré d'intérêt du dossier, ça suscite toujours le même genre de discussion qui n'arrive pas à décoller de cette espèce de débat sur le témoin a-t-il bien vu ce qu'il a vu, est-ce que les traces peuvent être reliées à l'observation ou est-ce que c'est indépendant. Donc constamment ce débat sur la subjectivité. Et on se rend compte que quel que soit le niveau des traces, il y a toujours ce débat. Donc il y a un vrai problème dans le débat sur les ovnis qui est général, c'est que
Au lieu de, je dirais, de discuter, de faire de la science classique, banale, de mettre en place des protocoles pour analyser les faits et tout, on remonte tout de suite dans le débat épistémologique. Est-ce qu'on est dans la science ou est-ce qu'on n'y est pas? Est-ce que les faits en sont ou est-ce qu'ils en sont pas? Est-ce que c'est irrationnel ou pas? Oui. Et finalement, le vrai débat, on passe à côté. Oui, ça avance pas. Quoi. Voilà. Ça n'avance pas. Et là, il y a une vraie curiosité qui est liée aux ovnis, mais qui est aussi proche, quand on parlait de cryptozoologie la dernière fois ou de parapsychologie, c'est un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on est dans un ordre de phénomènes qui n'arrive pas à s'accrocher à une pratique scientifique normale et qui génère une pratique scientifique extraordinaire de débat épistémologique qui tourne en rond depuis maintenant 60 ans. Ouais. Et donc la vraie question, c'est quand on a des choses de ce genre, et c'est pas ce qui manque, il y a Trans-en-Provence, mais des cas comme ça, il y en a plein, de par le monde, et puis il y en a depuis longtemps. Si on regarde les revues de Flammarion au 19e siècle, les astronomes de l'époque rapportaient des phénomènes bizarres dans le ciel, qu'on n'a toujours pas compris. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme pratique pour pouvoir passer justement de cette série d'anecdotes à des choses qui deviennent des faits scientifiques. Oui, oui. Et moi, il me semblait que justement, quand on regarde l'histoire des sciences, on voit bien que les scientifiques, quand ils ont étudié d'autres phénomènes comme les météorites ou plus récemment la foudre en boule ou des choses, la foudre en boule, c'est un ovni au sens strict. C'est un phénomène aérospatial identifié. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et donc, on voit que les scientifiques sont capables de prendre ces phénomènes en charge, de mettre en place des protocoles. Et moi, je me dis tout simplement, faisons la même chose. Oui. C'est quelque chose de pas très compliqué à faire en soi. Oui, Jacques Patenay, là pour ce cas-là, par exemple, on a une trace, on a une influence donc de la chaleur qui s'est produite sur ce sol. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Faire des prélèvements immédiatement, voir un petit peu si la nature du sol avait été changée. Les prélèvements ont été faits. La nature, les prélèvements ont été faits, les analyses ont été faites. Je crois tout à fait sérieusement, puisque la gamme, je dirais, de température d'échauffement du sol a été déterminée précisément par rapport aux transformations qui ont été trouvées sur les échantillons. Donc l'analyse a été faite. Je pense que le problème vient du fait qu'on considère effectivement, comme dit Pierre Lagrange, les témoignages un par un, et puis on se demande si on se dit oui, mais il y a eu qu'un seul témoin, alors est-ce qu'il a bien vu, etc. Bon, il y a des traces au sol par terre. On peut difficilement mettre en doute. De toute façon, d'une façon générale, on met pas en doute, on peut pas mettre en doute ce que dit le témoin, parce que même le témoin, je dirais, le plus farfelu est toujours sincère et convaincu de ce qu'il raconte. Les cas de canulars calculés sont très très peu nombreux, et en général sont démontés assez rapidement. Alors là, vous nous parliez d'un autre cas où là, quelqu'un a pu observer pendant une vingtaine de minutes quelque chose comme ça qui volait. Oui, alors c'est un cas qui ressemble à Trans-en-Provence, sauf que ça s'est passé dans l'Est. Et l'objet là ne s'est pas posé. Il est resté en sustentation à peu près à 1 mètre du sol. Et le témoin est resté là pendant une vingtaine de minutes. C'est énorme quand même. C'est énorme. Il a pu décrire l'objet, les couleurs, etc. En plus, ce monsieur était un chercheur en biologie cellulaire, donc bonne pioche. Donc bonne pioche, oui. Oui, c'était plutôt pas mal. Enfin, la suite nous a montré que la pioche était finalement. On a eu des problèmes justement avec les analyses de végétaux, c'est pas de chance. Mais c'était et l'objet restait comme ça en sustentation pendant une vingtaine de minutes. Mais il ressemblait à quoi cet objet? Pareil, une forme d'ovoïde, plus petite qu'à Trans-en-Provence, puisque le diamètre était de l'ordre d'1,50 m et 80 cm de hauteur. Mais le monsieur est resté jusqu'à 50-60 cm. Bon, il l'a pas touché, je pense qu'il a pas osé, parce que c'est quand même posé des questions. Et l'objet est reparti comme il était venu. Et comme ce monsieur tout ça était silencieux, il y avait pas de silencieux, sans aucun bruit particulier. Voilà. Et le témoin était un maniaque du jardin et a très très vite constaté que des plants d'amarante avaient séché apparemment aux alentours de là où était l'objet. Il avait aussi remarqué qu'au moment du décollage, on peut pas dire du départ de l'objet, les brins d'herbe qui étaient en dessous s'étaient dressés. C'est un peu comme les cheveux sur la tête là. Donc tout ça a été noté. Bon,
les analyses d'amarante ont été faites par un spécialiste de l'INRA à l'époque qui travaillait un peu pour nous. Et ils ont constaté que les plans avaient subi des modifications, comme un peu s'ils avaient été un peu passés au micro-ondes, quoi, un petit peu. D'accord. Et mesurer et déterminer que des essais ont été faits sur des gazons pour voir dans quelles conditions on pouvait faire redresser le gazon, et ça met en jeu des champs électriques extrêmement importants de plusieurs dizaines de kilovolts par mètre. Ah d'accord, donc impossible à reproduire dans un jardin. Si on peut, oui, non mais c'est pas des champs, c'est pas quelque chose que si ça peut se produire, mais au moment d'un orage très violent, on peut avoir ce genre de champ. Mais par contre, malgré la présence apparemment de ces champs très importants, le témoin n'a pas eu aucun effet sur. Oui, parce que lui aurait dû en avoir parce que des champs pareils quand même. C'est pas, donc là encore, on est encore dans un débat, comme dit Pierre Lagrange, débat de dire le témoin a une illusion d'optique, il a confondu ça avec je ne sais quoi. C'est assez stérile quand même. C'est assez stérile, tout à fait. Pierre Lagrange, ça revient. Stérile, tout à fait. Un cas aussi intéressant, ça revient quand même. C'est presque insultant que de le ranger au placard en envoyant comme excuse que il a peut-être fumé l'herbe de son jardin et point barre. C'est navrant. Oui, effectivement, mais ça, dans l'histoire des sciences, c'est pas la première fois. Des phénomènes qui sont rejetés pendant très longtemps avant de les accepter. Et justement, la question, c'est de dépasser ce genre de débat. Et donc, moi, je pense que le problème, il se situe à la fois en amont et en aval. C'est-à-dire que en amont, on voit que la plupart des cas qui arrivent au GEPAN sont des cas qui ont été recueillis depuis 60 ans. C'est des cas qui sont faits par des gens qui se trouvent un jour par hasard dans une situation d'observer quelque chose. Mais on sait très bien que la plupart d'entre nous, on n'observe pas le ciel constamment, et donc il faut vraiment un coup de chance pour observer ce genre de phénomène. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que si la plupart d'entre nous, on n'a pas l'occasion d'observer régulièrement le ciel, il y a des gens dont c'est le métier. Donc, moi, je pense qu'en amont de ce genre d'observation, il y aurait un truc très simple qui consisterait à faire appel justement au réseau de gens dont c'est le métier, ou la passion, et qui ont des compétences, parce que statistiquement, si le grand public voit des phénomènes bizarres, mais statistiquement, ceux qui regardent régulièrement le ciel, ils doivent aussi voir des choses bizarres. Et là, ça ferait des données beaucoup plus intéressantes tout de suite. Et en aval, il y a aussi un souci, c'est que, on l'a vu pour les météorites, ou on le voit actuellement pour la foudre en boule, des sujets comme ça, une bonne partie du problème du dossier OVNI, c'est qu'on ne sait pas quelle problématique le relier. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes que les gens voient, mais justement pour que ça intéresse les scientifiques, il faudrait pouvoir l'accrocher à un cadre, à un paradigme. Alors, est-ce qu'on l'accroche à des phénomènes géophysiques ? Est-ce qu'on l'accroche aux extraterrestres ? On ne sait pas trop. Mais on a là un vrai souci, c'est qu'on a un phénomène qui est un peu orphelin, et on ne sait pas quelle question scientifique pertinente le relier. Donc le problème, il est là en fait. Parce que avec ce genre de cas, on a des prélèvements, on a un témoignage somme toute fiable quand même, intéressant. Donc il y a une multitude de questions qui se posent. Est-ce que c'est un phénomène naturel auquel il a assisté, un phénomène naturel que l'on ne connaîtrait pas évidemment ? Est-ce que c'est quelque chose qui vole réellement, donc qui a été conçu par un être humain quelque part sur la Terre et qui a réalisé une prouesse quand même au niveau physique qui est assez intéressante ? Ou est-ce que c'est l'hypothèse exotique à ce moment-là, c'est une intelligence exotique comme on dit, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs que sur notre planète bleue ? Les questions méritent quand même que l'on s'y penche. Jacques Patenay, Pierre Lagrange, vous restez avec nous. Nous allons continuer justement nous à nous pencher sur ces questions et découvrir d'autres cas tout aussi spectaculaires. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les Red Hot Chili Peppers sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. C'était Danny California sur Sud Radio. Nous parlons des phénomènes aérospatiaux non identifiés ou les ovnis si vous préférez. Quoique dans le cadre des phénomènes aérospatiaux non identifiés, il n'y a pas que les ovnis, il y a toute une série de phénomènes. Justement, Jacques Patenay, vous qui êtes directeur du GEPAN, je vous demanderai tout à l'heure, ainsi que Pierre Lagrange qui est en notre compagnie, de nous rapporter un ou deux cas dont on a trouvé les solutions et
qui en fait étaient des solutions, je ne dirais pas simples, mais qui ont donné satisfaction, c'est-à-dire des cas qui ont été absolument résolus. Alors, Jacques Patenay, est-ce que le GEPAN, donc, que vous dirigez, qui est un service du CNES, du Centre national d'études spatiales, est une spécificité franco-française, ou est-ce que dans le monde entier, un petit peu partout, dans les autres pays, il y a également ce genre de structure qui pourrait permettre, rêvons, un jour de faire circuler l'information tout au long de la planète? Oui, c'est vraiment... C'est d'utopie encore. Bon, d'accord. Ça, c'est vraiment de l'utopie parce que c'est un sujet où, pour faire circuler l'information, c'est pas très, très évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ceci étant, je pense que la France est quand même relativement une exception, dans le sens où elle a mis en place un organisme civil et indépendant, je dirais indépendant au sens indépendant des militaires, parce que bon, il y a un certain nombre de pays où il y a des organismes qui ont une activité, une mission un peu similaire à celle du GEPAN, c'est-à-dire collecter les témoignages. En général, ce sont des services de l'armée de l'air, hein. Je pense au Chili, à l'Uruguay, qui travaillent pas mal dans le domaine, mais c'est l'armée de l'air. Sinon, donc ça veut dire que c'est soumis au secret défense, à une rétention d'informations, etc. Évidemment. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais bon, effectivement, à partir du moment où c'est les militaires qui ont la main dessus, on peut se poser des questions. Je veux pas, il faut surtout pas faire de procès d'intention, tout à fait. J'en sais rien. Mais bon, ça laisse quand même un petit doute quelque part. Ceci étant, le doute, on nous fait procès aussi à nous, donc il n'y a pas de raison que... Pierre Lagrange, c'est encore une spécificité franco-française, mais là dont on peut se réjouir quand même. Oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'est vrai que l'OVNI, c'était le programme le plus connu, c'était le programme de l'armée américaine, de l'armée de l'air américaine, c'était le projet Blue Book, et c'était une question militaire. La question, c'était de savoir si c'était dangereux ou pas les OVNI concrètement. Oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, il y avait une espèce de double langage qui a été à l'origine de tout ce malentendu qui traîne encore sur les secrets et tout. C'est vrai que la réponse qu'on donne au public, c'était la situation est sous contrôle, vous inquiétez pas, c'est des ballons et la planète Vénus, donc passez chemin. Alors qu'en fait, quand on consulte les archives militaires, on se rend compte que les experts avaient un problème sur les bras. Ils ne savaient pas résoudre cette question et ils étaient persuadés, enfin, au moins pour une partie d'entre eux et de façon régulière, qu'ils avaient affaire à un phénomène réel qui était rebelle à toute explication. Donc, ça a vraiment créé une situation épouvantable dont on n'est toujours pas sorti, qui fait que tout le monde soupçonne tout le monde de tas de choses et dès qu'on étudie ces sujets, on n'a pas un débat serein, c'est-à-dire on n'a pas un débat où on échange des arguments, mais on a un débat où on soupçonne constamment l'autre de cacher ses vraies intentions. Et ça, c'est la pire des choses quand on veut discuter d'une question scientifique. Oui, c'est l'histoire du complot, quoi. Voilà, s'il y a ce genre de soupçons, on peut tout simplement pas discuter. Donc que ce soit de la part des rationalistes qui soupçonnent que les gens sont irrationnels, ou de la part des ufologues qui soupçonnent qu'on cache la vérité, c'est le même débat, c'est cette espèce de débat où l'autre n'est pas un interlocuteur valable, c'est quelqu'un qui cache son jeu. Et ça, c'est pas possible. Donc il est vraiment important justement que la question devienne un débat démocratique, quoi, et qu'il soit réglé dans le cadre d'un cadre scientifique et par des chercheurs. Donc là, de ce point de vue-là, c'est vrai que l'initiative de créer le GEPAN 77 a été une belle idée, et je pense que Poher pourra être remercié longtemps d'avoir su faire que cette chose soit créée. Alors bon, après ça. On sait que l'histoire montre que les choses ont hésité un petit peu, donc maintenant ça repart. Je pense qu'il faut former des vœux pour que ça continue. Pendant longtemps, il s'est pas passé grand-chose non plus, c'est dommage. Mais ça, c'est le fait, je dirais. Alors, ça n'a rien à voir avec le côté militaire ou secret autre. Je pense que c'est plus lié au fait que c'est une question compliquée à prendre en charge et que, comme dans toute administration, y compris au CNES où on le voit ailleurs, hein, dès qu'on a une question un peu délicate, on a du mal à s'en saisir et on ne sait pas trop comment, dans quel sens la retourner et quoi en faire. Ce qui fait qu'on a hésité pendant longtemps, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. Pierre Lagrange, vous qui connaissez bien le dossier, est-ce que vous pouvez nous raconter un cas que vous trouvez vraiment digne d'intérêt scientifiquement parlant? Digne d'intérêt scientifiquement? Oui, alors, mais disons que c'est vrai qu'il y a des cas extraordinaires comme celui de Trans, l'Amarante et autres, mais pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose, je dirais, en termes scientifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un certain nombre de recherches qui sont faites sur des phénomènes beaucoup moins étranges,
mais qui donnent lieu à des procédures intéressantes. Et je pense notamment, il faut savoir que dans le domaine des ovnis, la plupart du temps, c'est des phénomènes qui apparaissent de façon aléatoire. On ne sait pas, disons s'il y a des lois, on ne les connaît pas. Mais par contre, il y a aussi sur la Terre des endroits où régulièrement on voit des choses. C'est-à-dire que si vous allez à certains endroits, vous avez plus de chances qu'ailleurs de voir des choses. Et notamment en Norvège, il y a une vallée perdue qui s'appelle Esdalen, et où depuis les années 80, on observe régulièrement des phénomènes. Et là, c'était tout à fait intéressant parce que ça a permis un début de prise sur le phénomène. C'est-à-dire que des ufologues et des scientifiques se sont dit, puisque c'est un endroit privilégié, on va mettre en place des batteries d'instruments pour capter les phénomènes. Et la semaine dernière, j'étais en Italie justement pour discuter avec au radiotélescope de Messina à côté de Bologne, où des scientifiques ont pris en charge ce phénomène, et les Norvégiens et les Italiens font chaque année une mission et ont sur place toute une station de détection de ces choses-là. On a des films, on a des photos, et on commence à avoir des données intéressantes. Mais qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils relèvent comme information? Des boules de lumière, ce sont des boules de lumière, comme on en a relevé énormément, les revues scientifiques en sont pleins, un Américain qui s'appelle William Corliss en a recensé énormément. Des phénomènes de boules de lumière, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à des phénomènes sismiques? On sait que dans les zones sismiques, il y a des lumières bizarres qui précèdent les tremblements de terre. Est-ce que c'est lié à des phénomènes météo, style foudre en boule ou autre? On ne sait pas encore trop, mais on commence à avoir un endroit où on sait qu'on peut étudier ces choses-là. Alors maintenant, ça va être long, mais il y a quand même un début de prise technique sur le phénomène, et ça, c'est pas négligeable. Oui, mais là, ce que vous êtes en train de nous raconter, il y a beaucoup de chances pour que ce soit d'origine, je dirais, naturelle. A priori, effectivement, ça ressemble plutôt à des phénomènes géophysiques, parce que on n'a absolument pas la gamme de ce qu'on a dans le phénomène OVNI, avec justement des phénomènes matériels qui se transforment. C'est plutôt des lumières. Mais le problème des OVNI, c'est que justement, c'est des choux, des hiboux, des genoux. Il y a des tas de choses qui sont complètement hétéroclites dans le dossier OVNI. C'est une espèce de poubelle où on jette des tas de trucs qu'on ne sait pas expliquer. Donc, commençons par ça qu'on peut déjà expliquer, puis après on se posera la question sur le reste, mais ça n'empêche pas effectivement de poser la question sur des phénomènes plus étranges qui se sont déroulés. Mais là, on voit qu'il faut faire appel à d'autres cadres de réflexion, notamment c'est quand même le débat qu'on a constamment depuis 60 ans sur l'hypothèse extraterrestre, et l'idée que nous serions visités. Ça, c'est un débat qui a été mis en place par les scientifiques dans les années 50, cette idée que s'il y a une pluralité de mondes habités, s'il y a d'autres mondes habités, il y en a qui sont plus évolués que nous et qui ont donc dû résoudre la question des voyages. Bon, ça pose tout un tas de questions extrêmement intéressantes, même si on ne sait pas si concrètement c'est lié au problème OVNI ou pas. Rien n'empêche de poser la question. Pierre Lagrange, Jacques Patenay, une nouvelle pause. Vous pouvez nous envoyer, vous qui nous écoutez, vos SMS. Jeannie de Bordeaux vient justement de nous envoyer un SMS. Nous en parlerons dans quelques instants. Je poserai la question que pose Jeannie à nos invités juste après cette pause. Pour envoyer le SMS, vous tapez Sud, un espace. Vous envoyez votre question, votre réaction ou votre numéro de téléphone, si vous voulez que l'on vous rappelle, au 71 200. Ou sinon, si vous avez vu quelque chose de particulier, vous nous appelez. Cyril vous attend un autre standard au 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Mickey 3D sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous allons à la découverte d'un service du Centre national d'études spatiales qui est basé à Toulouse. Ce service s'appelle le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Son directeur Jacques Patenay est en notre compagnie. Et puis Pierre Lagrange, sociologue que vous connaissez bien car il a été de nombreuses fois notre invité dans cette émission. Pierre Lagrange, Jeannie de Bordeaux nous a envoyé un SMS. Je pense que vous allez être à même de répondre à cette question et nous dire ce dont il s'agit. Le SMS dit: que pensez-vous des humites? Qu'est-ce que c'est d'abord? Ah, les humites. Ça fait partie du dossier OVNI, mais ça montre à quel point on peut s'écarter très facilement de tout le débat qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que là, on n'est plus vraiment dans des gens qui observent des phénomènes dans le ciel. On est dans l'autre extrême, c'est-à-dire des extraterrestres qui envoient de la correspondance à des humains. C'est-à-dire que l'histoire, les humites sont des extraterrestres. Ils viennent d'une planète Humo, qui se situe quelque part dans l'espace. Enfin, on peut avoir des coordonnées précises, en fait, ça nous amènerait loin. Et donc, ces humites expliquent qu'en fait, ils seraient arrivés sur Terre en 1951, dans les Alpes, à la Javie, et qu'ils auraient notamment établi une colonie en Espagne. Et de là, ils auraient commencé à envoyer des courriers à tout un tas de personnes sur la planète pour leur essayer de prendre contact, donc par correspondance tout simplement. Et ça a généré toute
toute une affaire extrêmement intéressante. Alors longtemps souterraine, mais qui a éclaté au grand jour il y a un peu plus d'une dizaine d'années, notamment avec Jean-Pierre Petit, le physicien français qui s'intéresse aux ovnis. Et donc cette histoire, donc si on la prend au premier degré, c'est une colonie d'extraterrestres qui essaie d'entrer discrètement en contact avec les terriens pour essayer de leur faire partager toute leur culture, leur science, leur philosophie, leur conception de la vie. C'est X-Files, quoi. C'est même au-delà d'X-Files, parce que là on est vraiment dans un truc complètement incroyable. Alors il y a eu des enquêtes qui ont été faites en Espagne notamment. On a soupçonné des tas de gens, on a soupçonné le KGB, on a soupçonné des allumés divers et variés. En fait, il y a une personne qui semble être plus ou moins à l'origine de cette affaire, qui s'appelle Rodan Peña, qui est un ufologue et parapsychologue espagnol. Mais il faut savoir que concrètement, quand vous voyez la documentation humide, ce sont des milliers et des milliers de pages de philosophie, de sociologie, de physique, d'astrophysique. C'est tout à fait insolite. C'est vraiment en soi, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Oui, pour un sociologue, c'est intéressant, quoi. C'est un monde qui a été créé par on ne sait trop qui, mais qui est vraiment digne d'intérêt, qui dépasse de beaucoup un certain nombre d'œuvres de science-fiction. D'accord, très bien. Bon, parfait. Dossier classé. Pas tout à fait, mais bon, on verra. Si. Alors, Jacques Patenay, revenons un petit peu à ce service, le GEPAN. Qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur de formation comme vous se retrouve à ce service? On n'y vient pas par hasard. J'imagine que il y a une passion, il y a un intérêt à un moment ou à un autre. On prend pas en charge ce genre de service comme on prend en charge un service technique quelconque. Non, effectivement, il y a un intérêt. Je m'intéresse au sujet depuis de nombreuses années. J'avais déjà essayé de rentrer au GEPAN en 77. Ouais. Donc ça date d'il y a longtemps. Donc ça date d'il y a longtemps. Donc c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Bon, après il y a les circonstances de la vie professionnelle. On fait autre chose. Et puis l'opportunité s'est représentée en 2005, donc voilà quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ce sujet? Vous, en tant qu'ingénieur, vous pensez donc qu'il y a à gratter, qu'il y a à creuser, qu'il y a à chercher? C'est quand même un sujet passionnant. C'est quand même un sujet où on a la possibilité de se poser tout un tas de questions. Pourquoi on s'intéresse à ça? Je sais pas, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Pourquoi pas, comme d'autres s'intéressent à la musique, à la peinture, c'est un sujet qui m'intéresse. Maintenant, je n'ai pas analysé exactement le pourquoi. Ce sujet m'intéresse, quoi. Est-ce que vous avez un troisième cas à nous présenter, un cas intéressant dont vous pensez que lui aussi pose des questions qui méritent que l'on s'y intéresse? On peut parler d'un cas peut-être beaucoup plus ancien, un cas aussi qui a défrayé la chronique, mais qui a été en fait enquêté une douzaine d'années plus tard. C'est Cussac qui remonte à 1967. Oui. Où là on est dans ce qu'on appelle un cas de rencontre du troisième type, puisque là il y avait non seulement un objet mais des personnages. Oui. Et Cussac, où est-ce? Cussac. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Pierre Lagrange, vous savez où c'est, Cussac? Cussac, c'est dans le Cantal. C'est dans le Cantal, voilà, c'est ça. Merci Pierre Lagrange. C'est dans le Cantal. Donc c'était des enfants, c'est en 67, c'était un frère et une sœur de 9 ans et 14 ans, qui gardaient leur vache, tout simplement, et puis qui ont vu environ à peu près 80 mètres, donc ce qui a pu être estimé, une sphère. Et autour de la sphère, il y avait quatre petits êtres. Alors la sphère était posée au sol. La sphère était posée au sol, voilà. Ouais. 4 petits êtres qui sont remontés, c'est beaucoup dire, puisque apparemment, d'après la description qu'en ont fait les témoins, ils se sont quasiment envolés autour de la sphère pour y rentrer par le haut. D'accord. Et puis ça c'est parti, ça a décollé en forme de spirale. C'est devenu extrêmement brillant, comme le soleil, disaient les enfants, et une très très forte odeur de soufre. Et à
à savoir que 11 ans après, puisque ce cas-là a été enquêté par le GEPAN en 78, à titre, je dirais, de mise en route, quoi, un petit peu, des cas exceptionnels un peu plus anciens. Donc les enfants avaient 11 ans de plus, donc ils étaient déjà plus des enfants, et ils reconnaissaient, ils avaient toujours l'odeur de SO2, en fait, d'anhydride sulfureux. Ils le reconnaissaient entre toutes les odeurs, et ils avaient été extrêmement traumatisés, extrêmement choqués à l'époque, quoi. Oui. Et là aussi, autour de l'endroit où était la sphère, l'herbe était brûlée, et donc l'enquête du GEPAN 11 ans après a permis de recouper avec d'autres témoins qui n'avaient pas vu ce que les enfants ont vu, mais qui avaient senti l'odeur et qui avaient entendu le sifflement, parce qu'ils étaient pas très loin, notamment le garde champêtre, je crois. Ouais. Mais là, vous nous avez raconté 3 cas différents, et à chaque fois, on a l'impression que l'objet qui est au centre de ces cas est différent. Il y a toujours cette forme plus ou moins ovoïde sphérique, mais on a l'impression qu'il y a quand même des différences à chaque fois. C'est vrai, il y a des différences de forme. Bon, pas énormes, parce qu'en général, on est toujours dans des formes ou sphériques ou ovoïdes. Alors il y a une troisième forme qui est assez courante dans les observations, c'est la fameuse forme triangulaire. Ouais. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, ça. On parle aussi d'observation d'engins triangulaires. Alors, c'est les formes qui reviennent à peu près tout le temps. Mais tout à l'heure, on parlait de phénomènes lumineux. C'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à ces quelques cas-là. Pierre Lagrange a raison. D'ailleurs, la plupart, la très 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 grosse majorité des observations sont effectivement des phénomènes lumineux. Sans qu'il y ait derrière forcément un objet. C'est pour ça que quand on parle d'OVNI, les 3 cas que je vous ai cités, là, on peut parler d'OVNI parce qu'on est sûr qu'il y a un objet. Mais dans les cas où il y a un phénomène lumineux, on ne sait pas si c'est un objet, si c'est un phénomène naturel, si c'est des phénomènes de haute atmosphère, des plasmas, la foudre en boule, etc. On vient de recevoir un SMS d'un auditeur qui a vu quelque chose à 7. Il nous a laissé son numéro de téléphone. On va l'appeler dans quelques minutes. Qui dit qu'il avait vu, il a vu en 79 une lumière stagnante d'un rouge vif sur la ville de Sète, de la taille d'un gros cigare. Il l'a vu à l'œil nu, et on va l'appeler pour qu'il nous en raconte un petit peu plus. En ce qui concerne la typologie des ovnis, Pierre Lagrange, est-ce que quelqu'un a fait un petit peu un tableau en recensant les différents types d'objets volants non identifiés que l'on a pu observer? Oui, c'est même pas quelqu'un, c'est une des tâches privilégiées de l'ufologie, c'est-à-dire d'essayer de classer tout ça. Et depuis les années 50, les gens qui s'intéressent aux ovnis ont essayé d'ordonner toute cette quincaillerie et de voir un peu comment on pourrait Alors, il y a une classification qui revient tout le temps, c'est celle de Hynek, qui était un astronome, qui a été le conseiller en astronomie pour l'US Air Force. Alors lui, il avait choisi non pas de classer les types de phénomènes, c'est-à-dire les boules, les cigares, les soucoupes, et puis les triangles, toutes les choses, les ailes volantes et tout ça, mais d'essayer en fonction plutôt du comportement et du rapport au témoin, c'est-à-dire qu'il avait d'abord tout ce qui est lumière nocturne, ce qui est disque diurne, donc les objets de jour, tout ce qui est radar optique, donc les détections radar et observations en même temps, et ensuite les fameuses rencontres rapprochées, donc les rencontres du premier type, c'est-à-dire un objet un phénomène à moins de 200 mètres, du deuxième type, c'est-à-dire quand ça laisse une trace sur l'environnement, ou que ça influence quelque chose, phénomène électrostatique ou autre, et puis dans Trans-en-Provence, voilà, c'est une rencontre du deuxième type, et les rencontres du troisième type qui sont les observations d'entités. Cusack, c'est typiquement ça. Alors on a rajouté depuis les rencontres du quatrième type, les RR4, qui seraient donc les enlèvements, puisqu'aux États-Unis notamment, il y a énormément de gens qui pensent avoir été enlevés à bord de soucoupes volantes. Mais on voit que disons que le biais, je dirais, de cette classification, c'est que ça a tendance à nous donner une impression d'unification du phénomène. C'est-à-dire qu'on se dit, la rencontre rapprochée, c'est une lumière nocturne vue de près. Or, un certain nombre d'enquêteurs se sont rendus compte que malheureusement, il faut être plus prudent que ça. Et il est très probable que, comme on le disait tout à l'heure, il y ait des phénomènes très très différents dans tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas affaire au même ordre de phénomènes. Donc le vrai souci, c'est d'arriver à construire une nouvelle typologie en fonction de
caractéristiques beaucoup plus objectives, qui ne sont pas liées simplement au témoin et à sa situation, mais à ce qui serait en propre des caractéristiques du phénomène. C'est-à-dire qu'il y a besoin de travailler. Il y aurait donc des phénomènes naturels que l'on ne connaît pas, qui sont par exemple en cours d'étude en Norvège, dans cette vallée, Pierre Lagrange, dont vous nous parliez tout à l'heure. Il y a effectivement, Jacques Patenay, comme dans les cas que vous nous avez racontés, des phénomènes à ce moment-là d'observation beaucoup plus proches, qui sont vraiment intéressantes. Peut-être des rencontres du toisen type, donc à prendre en compte également. Donc il y a une refonte à faire beaucoup plus objective et un peu plus, j'allais dire sérieuse, mais le terme n'est pas le bon, mais plus actuel peut-être. Oui, tout le monde a été sérieux dans ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. On n'a peut-être pas la bonne voie pour arriver à construire ce que Pierre Lagrange appelle le fait scientifique. Oui. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Si vous avez observé quelque chose d'étonnant, d'inhabituel dans notre région, vous nous appelez à notre standard. Juste après la pause, David va venir nous rejoindre pour nous raconter ce qu'il a vu lorsqu'il avait 8 ans au-dessus de 7. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ladyboy, Indochine dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jacques Patenay et de Pierre Lagrange ce soir pour parler des phénomènes aérospatiaux non identifiés et des ovnis par là même évidemment, qui restent une hypothèse intéressante à étudier. David vient de nous rejoindre. Bonsoir David. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où David ? De 7. De 7. Ah, vous habitez toujours à 7. Voilà, dans l'Hérault, oui, bien sûr. Heureux-Vénard, c'est un bel endroit pour vivre. Très beau. C'est vrai. Alors David, je vous écoute. Vous avez fait une observation lorsque vous étiez enfant, vous aviez 8 ans, c'est ça ? Voilà, j'avais donc 8 ans, c'était en 79, donc moi je suis né en fin d'année, donc 25 décembre. Ouais. Et j'ai donc observé dans le ciel au-dessus de la gare, à environ 60 mètres, 60, 80 mètres du sol. Quand on est petit, on évalue mal les distances, mais pas très haut dans le ciel. Donc une lueur rouge vive. Donc, et la taille d'un gros cigare. Oui. Donc, à l'œil nu, à l'œil humain. Oui, ça avait la forme d'un gros cigare, hein. Un gros cigare et rouge vif. Donc, il n'y avait aucune matière visible. Et ça ne bougeait pas dans le ciel, sans bruit. Il n'y avait pas de traces de fumée. Il n'y avait pas juste cette lumière rouge vif. Oui. Et votre observation, si vous vous en souvenez, a duré combien de temps ? Très peu, parce que j'ai détourné la tête quelques secondes. Et quand j'ai voulu donc rechercher cette lumière, elle avait disparu. D'accord. Et c'est étonnant que vous en souveniez de manière aussi claire maintenant, parce que depuis 79, quand même, de l'eau est passée sous les ponts. L'eau est passée sous les ponts. Je suis très observateur. J'adore la nuit, j'adore le ciel. Ouais. Voilà, j'ai fait plein d'autres observations, parce que j'ai bougé pas mal dans la France, notamment sur Lyon et tout ça. J'ai fait plein d'autres observations. Ouais. Et notamment de 7 il y a 2 ans. D'où j'ai vu un avion qui devait décoller de Fréjorgues, enfin des alentours de Montpellier. Et donc la lune se trouvait sur ma droite, et une lueur blanche, donc aucune matière visible. La lueur blanche, j'ai d'abord cru que c'était par rapport à la lumière du soleil, vu la position de l'éclairage de la lune. Et cette lueur blanche s'est dirigée vers l'avion, a changé de cap d'un seul coup, à une vitesse vraiment réduite, vraiment très basse la vitesse, a changé de cap d'un seul coup, s'est mis presque en parallèle de l'avion pendant 3 secondes et est allé dans le ciel à une vitesse vertigineuse. Voilà. Ça, c'est étonnant comme observation. Jacques Patenay, je suppose que ce genre d'observation, vous en avez souvent ? On en a régulièrement, oui. On en a moins qu'il y en a eu, effectivement, dans les années 70. Il y en avait plus que maintenant. Mais on en reçoit effectivement régulièrement. Alors pourquoi il y en a moins, je sais pas dire. Faut dire que l'activité du GEPAN puis du CEPRA après, parce qu'elle s'appelait le CEPRA, était relativement réduite. Donc la priorité a toujours été donnée aux témoignages qui provenaient de la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on incite toujours d'ailleurs le témoin à aller déposer en brigade de gendarmerie, puisqu'on a passé un protocole avec eux et ils disposent d'un guide d'audition qui est beaucoup plus complet, qui nous permet d'avancer assez rapidement dans l'enquête.
Donc, ceci étant, le fait de n'avoir que les témoignages de gendarmerie dans une époque où l'activité était réduite, où les liens se sont un peu distendus, on fait probablement perdre des témoignages. Je ne sais pas si c'est la seule raison, probablement pas, pour laquelle il y a beaucoup moins de témoignages maintenant qu'il y en a eu il y a une trentaine d'années. David, vous avez l'air de vous y connaître peut-être en tout ce qui vole, je dirais. Peut-être que l'aviation est peut-être une de vos passions, je me trompe ? Non, pas du tout. Oui. Donc vous êtes à même de pouvoir dire si c'était soit une maquette qui volait, si c'était soit un avion qui volait, soit quelque chose de connu qui volait, quoi. En ce qui concerne la lueur rouge, donc moi je n'avais jamais vu ça ni à la télé, parce que la télé à l'époque était très rare en 1979 dans certains foyers. Ouais. Mais en ce qui concerne les observations plus récentes, j'ai un doute sur leur provenance, ou leur définition, quoi. Oui, tout à fait. Il ne pouvait pas s'agir de phénomènes naturels, par exemple, pour vous. Pour moi, non. Ouais. Maintenant, je peux pas affirmer ce que c'était. Il n'y avait pas de matière visible. Ouais. Et une fois, j'étais sur Lyon, et ça avait, mais vraiment haut, je veux dire haut dans l'espace. Ouais. J'ai vu, ça faisait à peu près la taille d'une petite ampoule, une ampoule de maison normale, et une lumière jaune qui augmentait et diminuait d'intensité tout le long de l'observation. Et c'était vraiment, par rapport à l'œil humain, je parle, la taille de l'objet dans le ciel ou dans l'espace était vraiment énorme. Jacques Patenay, est-ce que vous avez souvenir de cas comme ça, d'observations, peut-être de manière proche ou lointaine, de cas de phénomènes aérospatiaux comme ça de grande dimension? Oui, il y a des phénomènes alors de plus ou moins grande dimension. Vous savez, il est toujours très très difficile d'évaluer les distances. Si on n'a pas un cas de référence précis, l'œil humain au-delà de 40 mètres, il est quand même un peu perdu. Donc c'est pour ça que quand on fait des enquêtes, on fait la reconstitution de l'observation pour essayer d'objectiver au maximum les distances et pour avoir des dimensions, parce que le terme de dimension est pas très facile. J'ai un cas en tête qui a été un truc qui a été tout à fait identifié, et c'était des observateurs qu'on pourrait qualifier de qualité, puisque c'était des contrôleurs aériens de l'aéroport de Biarritz. Il y a 4 ans, c'est pas très vieux, c'était en 2001. Alors qu'est-ce que ils ont c'était ? observé une lumière très très brillante sur la mer. Ils ont appelé leurs collègues de Fuenterrabía, le San Sébastien, de notre aéroport, qui ont vu la même chose. Donc on s'est déplacé, on a été voir, et quand on a superposé avec l'heure d'observation la carte du ciel, on s'est aperçu que c'était la planète Mars, en fait, qu'ils avaient vu. Donc il y a des conditions d'observation de certaines planètes, ou Vénus ou Mars ou autres, et même la Lune, des conditions dans lesquelles elles peuvent apparaître sous des formes ou des lumières ou des tailles tout à fait inhabituelles par rapport à ce qu'on peut imaginer. Quand on lève le nez en ciel, on voit des étoiles. Mais là, par exemple, ce que nous a dit David dans le cas de sa deuxième observation, cette petite lueur blanche qui change de cap tout doucement et qui vient se mettre en parallèle avec l'avion et qui après, disparaît, ça c'est surprenant. Oui, ça. Non, mais des cas de phénomènes, pour éviter de parler d'objets, de phénomènes qui ont des comportements aéronautiques curieux, qui vont très très vite, qui ont des déplacements angulaires ou des virages très bizarres, qui sont absolument incompatibles avec tout ce qu'on peut faire en aéronautique. Nous, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a dans le monde entier, il y en a pas mal, quoi. Il y en a un certain nombre en France. Il
il y en a quand même pas mal, quoi. Des balais aériens, je dirais, même des simulacres de combat entre des avions militaires et puis des phénomènes lumineux comme ça, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu également en France. Alors, vous le gardez sous le coude, vous nous le raconterez tout à l'heure. Je me tourne vers Pierre Lagrange. Que pensez-vous de ce que nous a dit David, Pierre Lagrange? Je serais d'accord avec Jacques Patenay. C'est vrai que c'est intéressant, mais imaginez la réaction du scientifique qui doit faire quelque chose avec ça. C'est difficile. Oui, très compliqué. Il y a un vrai problème qui est que la question de l'honnêteté de la personne qui rapporte n'est absolument pas en cause, mais on vit dans un univers où, quand les scientifiques travaillent par rapport à un univers d'instruments techniques qui enregistrent des faits. Et l'œil humain manque beaucoup d'efficacité par rapport à ça, parce que on oublie quand des astronomes rapportent des phénomènes ou des scientifiques et tout, que en fait ils n'observent pas à l'œil nu, ils observent parce qu'ils ont des réseaux d'instruments qui captent les faits à leur place. Un astronome, par exemple, n'observe plus le ciel, ce sont des télescopes dans l'espace ou des choses de genre qui observent, et ça sort sous forme de données, et même souvent sous forme de courbes ou autres. Donc la notion d'observation scientifique a énormément évolué. Et face à quelqu'un qui observe quelque chose dans le ciel, on est souvent démunis parce que c'est extrêmement difficile à le retraduire en données scientifiques. On voit même que des témoins, comme le cas que citait Jacques Patenay de contrôleurs aériens, peuvent aussi faire des méprises. Donc le problème, c'est d'arriver à utiliser au maximum les capacités des témoins, et notamment d'éventuels bons témoins, mais un pilote ou un contrôleur aérien n'est pas a priori un bon témoin, ou même un astronome. Il va être un bon témoin dans le cadre qui lui permet d'être un bon observateur, c'est-à-dire dans le cadre socio-technique, dans le cadre scientifique dans lequel il bosse. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de mobiliser ces réseaux et d'avoir des observations dans la mesure où elles sont faites comme ça, dans l'environnement technique qui permet de faire ces bonnes observations. Et là, ça devrait permettre de transformer les données et de sortir de ces discussions qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne peuvent pas tellement décoller parce que les tailles ne sont pas bonnes, les distances ne sont pas bonnes, les couleurs non plus, les durées non plus. Quand les gens disent ça a duré 2 minutes, ça veut rien dire. Il faut faire refaire les gestes aux personnes et chronométrer. Là, on peut commencer à avoir une idée. D'accord. Mais vous voyez, il y a tout un tas de choses à faire si on veut commencer à pouvoir exploiter ces données-là. Jacques Patenay, vous parliez d'une relation, d'un phénomène aérospatial non identifié avec un avion de chasse. À quel cas pensez-vous? Avec un pilote de Mirage 4, je crois que c'était en 54. Pierre Lagrange me corrigera si je me trompe, mais je crois que c'était par là. Après un vol d'entraînement, ce pilote a effectivement vu un phénomène lumineux qui est venu vers lui. Et il a, on pourrait dire littéralement, joué avec l'avion. Il y a eu des manœuvres d'évitement de la part de l'avion, des manœuvres de rapprochement de la part du phénomène, etc. Et on a la trajectoire a été reconstituée par le pilote lui-même, parce que malheureusement il n'y a jamais eu de détection radar de ce phénomène-là. Et le pilote il a été assez choqué, assez traumatisé par ce truc-là. Alors que un pilote a priori est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, un pilote solide. Militaire, un pilote de chasse, il a une formation qui est assez solide. Avec là aussi des descriptions de caractéristiques de manœuvrabilité qui sont hors de proportion avec même un avion de chasse moderne d'aujourd'hui. Oui. Et est-ce qu'il y a eu, alors là je pose la question à vous, Jacques Patenay, et à vous, Pierre Lagrange, des cas où on a des traces techniques, c'est-à-dire des traces radar, des traces qui disent, l'objet a été pris en compte par le radar de tel endroit à tel endroit, de tel temps à tel temps, et il a fait ci, il a fait ça. Est-ce qu'on a ce genre de traces qui, là, pour le coup, sont intéressantes pour travailler, je veux dire? On a ce genre de traces pour rester en France en 94, un Airbus d'Air France qui a croisé quelque chose qui a été repéré sur le radar.
les données de l'équipage ont été à peu près corroborées avec celles des radars, et c'était quelque chose, d'après la taille du radar, qui était quand même assez gigantesque. C'est-à-dire de quel ordre? Alors les avis divergent, les analyses divergent, mais enfin c'était de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, belle bête, mon bon monsieur. Belle bête. Bon, il y a eu un cas célèbre aussi aux États-Unis d'un bombardier mais je pense que Pierre Lagrange doit connaître le cas beaucoup mieux que moi. Ouais, Pierre Lagrange. Quoi, le RB-47, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors, c'était quoi, Pierre Lagrange? Ouais, c'est un RB-47, donc un avion militaire qui a détecté sur plusieurs centaines de kilomètres et peut-être milliers de kilomètres un phénomène. Donc le truc a été étudié. Donc là, effectivement, il y a des données techniques, mais c'est vrai qu'il y a toute une collection de cas de ce genre. Mais voilà. Là, par exemple, le bombardier, qu'est-ce qu'il a vu sur ses radars? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça... Il a détecté un phénomène, donc à plusieurs reprises. Ouais. Et sur une course, alors j'ai pas tous les détails en tête, mais il y a des rapports très circonstanciés qu'on doit même pouvoir trouver sur Internet. Ouais. Et voilà, mais il a poursuivi pendant plus de 1000 kilomètres. Voilà. Il y a tout un tas d'affaires. Oui, Claude Poher avait résumé l'affaire dans un des livres de Jean-Claude Bourret. De beaucoup de témoins, de plusieurs radars. L'avion lui-même était un avion équipé de moyens d'écoute et de détection. Donc c'est un cas tout à fait... Là, on a des données techniques tangibles, quoi, qu'on peut vraiment exploiter éventuellement. Ouais, tout à fait. Très bien. Alors, vous restez avec nous. On se posera la question de ces données techniques que l'on a. Pierre Lagrange vient de nous dire qu'elles sont disponibles sur le net. Donc, n'importe quel scientifique ou technicien peut y avoir accès. Qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut en déduire? À tout de suite. L'homme qui n'avait pas de maison, Lara Fabian, sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons des phénomènes aérospatiaux non identifiés avec Jacques Patonnet, qui est le directeur du GEPAN, un service du Centre National d'Études Spatiales, et Pierre Lagrange, qui est sociologue et auteur de nombreux articles. Je me souviens d'ailleurs d'un article dans Libération que vous aviez écrit, Pierre Lagrange, et il y a quelques années maintenant quand même, sur le dossier OVNI. Ça remonte à... J'en ai écrit plusieurs, mais en 99 et d'autres. Voilà, oui. Et alors, la question qui est restée en suspens tout à l'heure, lorsque l'on a des données radar, c'est-à-dire des données d'observation qui sont solides. Le radar, c'est bête et méchant, ça fait son métier de radar, et puis point barre. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'état d'âme, ça n'a pas de je crois, j'y crois pas. Oh, Jacques. Ça a des états d'âme, mais bon. Pas l'état d'âme, mais les interprétations peuvent des fois être... il faut faire très attention avec les données radar. J'ai un cas en tête où vraiment on était un peu presque abusé. Ah oui? Oui, tout à fait. Il faut faire très attention avec les données radar. Les radars c'est bête et méchant comme vous dites, mais justement des fois ça a des fausses détections, quelquefois il y a des trucs très bizarres sur les pistes alors qu'il y a rien, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, mais alors, Jacques Patonnet, que fait-on de ce genre-là, de cette observation dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Je vous avais dit que c'était une belle bête, une centaine de mètres. C'est un Airbus ou un Boeing, enfin c'est un avion de ligne qui l'a croisé, quoi. C'est un Airbus, ouais. Voilà, c'est un Airbus qui a croisé ce phénomène aérospatial un petit peu bizarre. Ensuite, il y a eu, j'imagine, le témoignage du commandant de bord, du copilote, du technicien qui était à bord. Il n'y a pas eu le témoignage de la totalité de l'équipage, il y a eu le témoignage du commandant de bord et puis du copilote. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eux, ils ont dit quoi? Est-ce qu'ils ont fait ils ont vu une forme. Le commandant de bord a fait un dessin de ce qu'il avait vu, qui ressemblait effectivement à une forme de soucoupe volante, très très allongée, une forme ovoïde très 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 allongée, qui a croisé l'avion dessous et qui a disparu sur place, quoi. Qui s'est dissous, quoi, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un phénomène atmosphérique qui s'est densifié à un moment et qui s'est dissous à un autre moment? En tout cas, ça s'est jamais produit avant. Je sais pas. Les phénomènes la dissolution sur place peut s'interpréter de plusieurs façons. Effectivement, si c'est un phénomène atmosphérique qui peut disparaître sur place, on peut aussi, si on prend une hypothèse beaucoup plus, je dirais une hypothèse extraterrestre, si on peut dire, c'est que quelque chose qui démarrerait à une très 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 grande vitesse peut donner l'impression de disparaître sur place. D'accord, ok. Donc
Voilà, quoi, c'est pas. On ne peut pas aller plus loin, vous voulez dire. On peut pas aller plus loin. Non, de toute façon, on peut pas aller plus loin, et c'est pas notre mission non plus d'aller plus loin. Oui. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux et celles qui nous écoutent, qui, en soirée ou en journée, il leur arrive d'observer quelque chose d'étonnant dont ils pensent qu'il faut prévenir les autorités compétentes. Alors, qui est habilité à recueillir ce genre de témoignage et quel est le cheminement après de ce témoignage? Alors, les gendarmes sont habilités, même la police, mais bon, comme les cas d'observation en ville sont quand même beaucoup moins fréquents, et puis que quelqu'un qui travaille en ville a quand même beaucoup moins de chances de voir quelque chose dans le ciel que quelqu'un qui est à la campagne. Donc en général, c'est les gendarmes qui sont les mieux placés. Nous avons un protocole avec la Direction générale de gendarmerie nationale. Nous avons fait avec eux ce qu'on appelle le memento du gendarme, c'est-à-dire le document qui leur sert de base tous les jours pour savoir comment réagir dans telle ou telle circonstance, comprend un chapitre sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. D'accord, ok. Donc la première chose à faire, si on sent que c'est quelque chose d'important, il faut aller voir les gendarmes. D'accord. Alors, je peux pas garantir au jour d'aujourd'hui que toutes les brigades soient parfaitement sensibilisées au sujet. Le memento est en cours de remise à jour. Le guide d'audition aussi est en cours de remise à jour. La sensibilisation de toutes les brigades est en train d'être refaite. Donc il est vrai qu'un certain nombre de témoins me diront, mais moi j'ai été voir les gendarmes et on m'a dit ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas concernés. C'est vrai que ça peut arriver. Bon, ceci étant, nous avons aussi sur le site du CNES une adresse internet que les gens utilisent, où on peut nous envoyer des messages. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Le gendarme fait un PV un procès verbal d'audition, comme dans n'importe quelle affaire. Donc il se rend sur place s'il y a lieu. Il se rend sur place en principe systématiquement pour voir s'il y a encore quelque chose à voir, ou s'il y a quelque chose qui est tombé. Quand les témoins nous disent quelquefois j'ai vu tomber quelque chose, donc les gendarmes vont voir. Font tous les relevés, font l'enquête sur le terrain nécessaire, recherchent d'autres témoins du phénomène sur place. Donc en fait, ils font une véritable enquête préliminaire, je dirais. Bon, si il y a des traces au sol, comme dans le cas de Trans-en-Provence ou autre, la zone est préservée des curieux, et que la zone soit préservée pour que le temps qu'on puisse venir et compléter l'enquête, faire des prélèvements, etc. D'accord. Donc il est très important que les gendarmes. Alors les gendarmes nous envoient par des voies très rapides maintenant avec Internet, et nous préviennent très vite qu'il y a eu une déposition, je dirais. Et on se met en rapport avec la brigade et on se déplace pas systématiquement parce que malheureusement ça prendrait énormément de temps, et on voit avec la brigade. Soit on demande à la brigade de collecter d'autres renseignements complémentaires si c'est possible. Nous contactons en général immédiatement l'armée de l'air pour voir si sur les radars du centre de commandement des opérations aériennes à Taverny, ils ont pu détecter quelque chose de non identifié par rapport aux avions, par rapport à la surveillance du territoire. Qui était en vol habituellement, Pour être dans ce coin-là. Nous contactons la météo pour voir quelles sont les conditions météo du moment. Nous faisons une investigation dans nos bases de données qui nous permettent de connaître quels sont les débris spatiaux, les morceaux de satellites, les morceaux de fusées qui sont en cours de rentrer dans l'atmosphère, parce qu'il y en a tous les jours. Donc pour voir si ça peut corroborer avec ça. Si c'est une observation de nuit, on va regarder la carte du ciel de l'endroit où était le témoin, à l'heure où il était, pour voir à l'heure où il a dit l'avoir vu, pour voir s'il a pas pu faire une confusion avec un astre, etc. Enfin, tous ces renseignements-là sont recueillis d'abord par téléphone ou par travail au sein du GEPAN. Et si par contre il s'avère que ça vaut le coup d'aller reconstituer l'observation, etc. Alors à ce moment-là, on se déplace, on réinterviewe le témoin,
On lui fait reconstituer exactement tout ce qu'il a fait, comme disait Pierre Lagrange tout à l'heure, parce que les évaluations de distance, de temps, etc. peuvent varier énormément, très difficile. Donc on fait quelque chose de purement objectif pour reconstituer les tailles, les temps, etc. Ouais. Et puis après ça, on fait faire éventuellement des analyses. Et puis en cours alors je veux pas dire qu'on le fait maintenant parce que c'est en cours de constitution. Un collège d'experts d'ici peu de temps, j'espère, sera constitué en cours de constitution. Ouais. Aura la totalité du dossier et chacun dans sa spécialité pourra donner son avis et pourra aboutir à une conclusion collégiale sur le cas. Est-ce que ça se rapproche d'un phénomène connu ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. D'accord. Et je dirais, votre travail s'arrête là ou vous avez la possibilité d'aller plus loin? Ou après cette conclusion, ça ne vous concerne plus? La conclusion, quand nous on classe les phénomènes. Par exemple, vous dites en quatre, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors ce qu'on appelle un phénomène de type D, parce qu'on classe les phénomènes en quatre catégories. Les types A, ceux qui sont parfaitement identifiés. Les types B, ceux qui sont probablement identifiés, mais dont on n'a pas la preuve formelle. Mais on a, comme on dirait, une intime conviction ou une forte probabilité. Il y a aussi les types C, mais ça c'est toute une gamme d'observations qu'on est absolument incapable d'exploiter parce qu'on a trop peu de données. C'est impossible à investiguer plus. Et puis les D, donc, qui représentent à peu près 13% des observations. Ah, quand même, 13%. 13% à peu près, Et donc, ça reste comme ça. Il n'est pas dans la mission, je dirais, du service public d'aller dans des hypothèses dont on n'a aucune possibilité scientifiquement de les affirmer ou de les confirmer. Si ça vient un jour, on les prendra en compte. Non, je veux pas dire par là. Dans le débat. Voilà. Ça ne vous revient pas à vous de dire c'est extraterrestre, c'est machin, c'est ce qu'on veut. Non. Mais est-ce que ça vous revient à vous une fois que l'enquête est faite, vous dites bon, là on a écarté toutes les hypothèses, on ne sait pas ce que c'est, on est obligé d'arriver à l'hypothèse on ne sait pas, c'est point d'interrogation. Est-ce que ça vous revient à vous d'aller plus loin, c'est-à-dire d'essayer d'étudier, d'aller plus loin, de convoquer des scientifiques peut-être plus pointus, vous voyez, de demander des recherches, choses comme ça. Effectivement, si on arrive effectivement à collecter des données objectives, je dirais, sur un certain nombre de phénomènes, arriver à les classer, et qui pose question, il faut en faire quelque chose de ces données. On arrivera peut-être à intéresser effectivement la recherche scientifique et de passer des contrats ou je ne sais trop quoi scientifiques pour essayer d'investiguer tel ou tel domaine en disant il y a des observations avec un certain nombre de faits qui se recoupent, etc. Il serait peut-être quand même intéressant de voir s'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pierre Lagrange, c'est plutôt intéressant comme avenir, ça, non? Oui, comment dire, moi j'aurais envie de suggérer, j'en ai déjà eu l'occasion bien sûr d'en discuter avec Jacques Patenay, mais c'est vrai que actuellement la filière la privilégiée c'est la gendarmerie et elle recueille donc dresse des PV tout simplement d'observation. Or on sait que le problème c'est que les gens voient quelque chose et on le voit, on le constate tous les jours, ils n'ont pas le vocabulaire pour pouvoir rapporter ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, comme certains des astronomes par exemple ou autres, le vocabulaire qui va permettre de tout de suite retranscrire les événements sous forme exploitable. Donc moi je pense qu'il y a vraiment une série d'outils qui devraient être créés en plus, et notamment on sait bien que les gendarmes par exemple quand ils sont confrontés à des scènes de crime, si on avait des descriptions verbales d'assassins présumés, on pourrait rien faire avec. Or, c'est pour ça qu'on a inventé le système des portraits robots et tout un tas d'autres systèmes utilisés par la criminalistique. Même si c'est imparfait, c'est quand même comme ça qu'on arrive souvent à avoir des preuves et à attraper les coupables. Or, le problème de l'OVNI, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on demande aux gens qui ont vu quelque chose de nous raconter ce qu'ils ont vu et ensuite, à partir de ça, on se fait, nous, une image de ce qu'ils ont vu. Là, on introduit un filtre qui est une catastrophe pour l'étude des phénomènes. Le problème, c'est d'arriver à partir de ce que les gens ont vu à restituer tout de suite une image de ce qu'ils ont vu. Ça sera jamais parfait, mais ça sera toujours meilleur que de passer par le filtre du langage
qui va introduire des tas de biais. Et je pense qu'il y aurait tout un tas de choses à construire, d'outils à construire à ce niveau-là, pour pouvoir essayer vraiment d'améliorer la collecte des informations et d'avoir et maintenant avec Internet, avec des outils de réalité virtuelle ou autre, on peut commencer à imaginer d'images en 3D, etc. Oui. Voilà, et avoir des reconstitutions beaucoup plus fidèles de ce que les gens ont vu. Ça avait été tenté, enfin ça a été expérimenté, mais avec les moyens de l'époque en 79 par là. Le GEPAN avait construit un engin qui s'appelle SimOVNI, c'est pour simulateur d'OVNI. Et c'était un système optique qui était censé permettre effectivement aux témoins d'avoir une meilleure représentation physique. Donc, mais on va reprendre cette idée puisque moi j'ai dans les cartons, on va y travailler d'ici la fin de l'année en 2007 un outil d'investigation sur place à base de portables. On pourrait en remettant sur le PC, en reconstituant l'environnement réel avec des photos numériques. Enfin bon, maintenant on sait faire de permettre aux témoins de nous redessiner. Voilà, il était à peu près à cette hauteur, il est passé là, ça avait telle forme. Et avec des logiciels qui permettront de retrouver le site, l'azimut beaucoup plus facilement que ce qu'on fait maintenant. Quoi. Donc ça, c'est une idée, effectivement, que nous a suggéré Pierre Lagrange, mais qu'on avait déjà envisagé, et qui était, c'était l'expérience de 79, avait pas donné grand-chose, parce que c'était un petit peu compliqué à l'époque, mais avec les moyens modernes maintenant, c'est quand même... on va reprendre cet outil-là. Jacques Patonnet, Pierre Lagrange, une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler quand même des archives, parce que depuis 1977, vous en avez des archives au GEPAN et savoir ce que vous allez en faire de toutes ces archives, Jacques Patonnet. On vous dira ça. Ok, à tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Baby, Can I Hold You, c'était Myriam Abel sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Il nous reste encore une vingtaine de minutes pour discuter à bâton rompu avec notre invité Jacques Patonnet, le directeur du GEPAN, qui est un service du Centre national d'études spatiales, et Pierre Lagrange, sociologue, auteur de nombreux articles et ouvrages sur le monde des ovnis. Jacques Patonnet, le service que vous dirigez existe, vous nous l'avez dit en tout début d'émission, depuis 1977. Donc il doit y avoir quelques kilos d'informations, de papiers, de témoignages, peut-être de films, de photos, d'objets, que sais-je d'autre. Quelques kilos, oui. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Parce que là, il y a une véritable mine d'informations, non, j'imagine? Alors il y a beaucoup d'informations. Alors, il y a la base, enfin le fond documentaire, si on peut parler comme ça. Il y a plusieurs types de choses. Il y a d'abord les fameux PV de gendarmerie. Il y en a environ 2500 à peu près, entre 2500 et 3000. Bon, on les a pas forcément tous, mais on s'est efforcé de les récupérer depuis les années 51. Enfin, il y en a un qui date de 1937. Mais après, depuis 51, il semblerait que pour la vague de 54, on n'est pas encore tout, mais enfin, le GEPAN s'est toujours efforcé de récupérer la totalité des PV de gendarmerie depuis les années 50 à peu près. Ça fait à peu près 2500 PV qui représentent 6000 témoignages, parce que sur le même PV, il peut avoir trois témoins, etc. Trois témoins, c'est sur le même document officiel, disons. Donc ça représente à peu près 6000 témoignages. Il y a ça, il y a tous les documents, il y a les documents qui ont été faits, les enquêtes, les analyses, les résultats d'analyse, enfin tout ce qui a pu être fait autour des cas les plus intéressants. Il y a aussi des photos aussi, il y a aussi des bandes magnétiques, soit sonores, soit vidéo. Effectivement, il n'y en a pas énormément quand même. Et sur ces photos, on voit quoi? Des photos de phénomènes atmosphériques intéressants, On voit des points lumineux, on voit souvent pas grand-chose. C'est très difficile. Voilà, vous nous cassez la photo. le mythe, là. Non, mais la photo, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Bon,
Il y a des photos, essentiellement, ce sont des phénomènes lumineux, des points lumineux plus ou moins gros. Alors, suivant comme la photo est prise, comme on n'a pas forcément de cadre de référence autour, on ne sait pas si c'est à quelle distance ou pas. Bon, donc c'est pour ça, les photos, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'ailleurs, à tel point qu'on a un contrat avec une société spécialisée dans ce domaine-là qui est chargée d'analyser, de voir déjà si la photo est pas truquée. Mais bon, alors déjà quand la photo était argentique, on avait des photos truquées. Maintenant avec le logiciel, avec le numérique, le traitement numérique, là maintenant c'est très très difficile de donner crédit a priori à une photo, quoi. D'accord. C'est pas évident du tout. Il y a un film. Un film, c'est un peu pareil. Alors les conditions, moi j'en ai eu l'occasion, j'en ai reçu récemment quelques-uns. Bon, les conditions de prise de vue sont pour les gens ont un caméscope, ils se précipitent sur leur caméscope. Les conditions de prise de vue sont en général catastrophiques. C'est de nuit, donc il n'y a pas assez de lumière. Le témoin manipule en général à 98% du temps son caméscope en automatique. Ce qui fait qu'on a des points lumineux où le pauvre caméscope essaie de focaliser dessus. Alors l'autofocus pompe, ça fait des trucs qui bougent dans tous les sens. En plus, si le témoin utilise le zoom, là, ça devient. Et là, on a des même si c'est des films qui sont, même si c'est intéressant, c'est quasiment inexploitable. La plupart du temps. Et alors, la vidéo faite avec un portable de téléphone, là, n'en parlons même pas. Je préfère pas en parler. Mais alors, qu'allez-vous faire? Parce que là, je suppose que ça intéresse des chercheurs comme Pierre Lagrange. Qu'allez-vous faire de toutes ces archives? Est-ce que, Pierre Lagrange, je suppose que ça vous intéresserait d'avoir accès à toutes ces archives? C'est-à-dire que les archives sont intéressantes de plein de points de vue différents, mais déjà, pour comprendre l'histoire du GEPAN et pour essayer justement d'apporter des solutions éventuelles pour la suite, c'est vrai que ça serait intéressant de savoir dans quelles conditions tout un tas d'enquêtes ont pu être faites, de procédures ont été mises en place ou de décisions également administratives tout simplement. Ça serait, je pense, tout à fait vraiment important de pouvoir connaître finement l'histoire depuis 77 pour comprendre, essayer d'améliorer la suite, quoi. Vraiment. Oui. Alors, Jacques Bâtonnet, est-ce que ces archives seront mises à disposition? Alors, ces archives seront mises à disposition. C'est une des évolutions majeures c'est probablement même l'évolution majeure avec le comité de pilotage du GEPAN avec un I, puisque le GEPAN, on a conservé l'acronyme d'origine qui représente le mieux l'activité. Finalement, on s'est un peu creusé la tête, on n'a pas trouvé mieux. On a simplement rajouté un I pour information. Groupe d'études et d'information. Puisque l'une des missions du GEPAN est effectivement d'informer, de faire de la communication beaucoup plus qu'avant. C'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis là ce soir, d'ailleurs, aussi. Donc, et nous vous remercions parce que c'est vrai que de faire de la communication et donc de mettre à disposition les archives du GEPAN. On nous a beaucoup reproché de les cacher, de pas vouloir les montrer effectivement depuis 88 rien n'est sorti pratiquement du GEPAN, pas par volonté faut bien être clair, pas par volonté de cacher de secret, de complot ou de je ne sais quoi, tout simplement par un défaut d'organisation patent suite à la disparition du conseil scientifique qui n'avait jamais été remplacé, qui faisait comité de rédaction et qui autorisait les publications. Une fois qu'il a eu disparu, mon prédécesseur Jean-Jacques Velaco n'avait plus aucune instruction et donc les enquêtes sont restées internes et plus rien n'est sorti. C'est tout simple, c'est pas c'est un peu affligeant, je suis d'accord, mais c'est comme ça. Nous avons Chantal qui vient de nous rejoindre pour une observation qu'elle a faite. Chantal, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Près de Riom, à quelques kilomètres. Et Riom se trouve évidemment au sud-ouest de Toulouse, à une trentaine de kilomètres, quelque chose comme ça, ou 50, je crois. Et alors, vous avez fait une observation quand ça?
Alors, c'était le lundi 22 avril 2002. Je l'ai écrit en gros sur mon agenda. Oui. Alors, c'est un ovni, ce qu'on appelle évidemment un ovni. C'était 20h54. C'est précis, vous allez me dire, mais comme j'ai fait la déclaration à la gendarmerie, j'avais noté l'heure parce que j'avais le sentiment de vivre quelque chose d'un peu spécial. Nous étions, je vous le dis, allez-y. Voilà, nous étions, moi et mon époux, sur notre terrain. On est en pleine campagne, évidemment, loin de toute agglomération. On ramassait des branchages, bref, on venait d'élaguer des arbres. Alors on avait le dos penché, mais on a été obligé de lever les yeux parce qu'il y avait des flashs, comme si on était aveuglé par une personne qui vous prend en photo, vous savez, avec un flash. Oui, mais là, alors, il faisait jour ou nuit? Il faisait jour. D'accord. Oui, on était en avril, la fin du jour, hein. Oui. C'était pas mais il faisait encore jour. D'accord. Puisqu'on s'apprêtait à faire du feu et on était encore, il faisait jour. Bon. D'accord. Mon époux était le premier à le voir, il me dit, mais tu vois ce que je vois? On a levé les yeux, évidemment, c'est comme une grosse boule. Alors évidemment, ça faisait beaucoup de lumière, assez éblouissant, mais une lumière métallique. Hein, c'est une lumière qui brille comme une lumière métallique, mais qui n'arrose pas particulièrement à l'extérieur de ce métal. Sauf ces flashs qui semblaient tourner comme intervalle régulier autour de cette grosse boule. Évidemment, vu au-dessus de nos têtes, on avait l'impression qu'elle était au-dessus de la maison. C'était gros comme un gros ballon. Hein, voilà. Ensuite, ça a bougé, ça s'est levé tout doucement, mais sans bruit. C'était très silencieux. Bon, j'ai dit à mon époux, écoute, moi je vais appeler la gendarmerie. J'appelle la gendarmerie de Riom. Allô? Ah, nous avons perdu Chantal, juste au moment où elle a appelé la gendarmerie. Chantal, est-ce que vous êtes là? Ah, voilà. Voilà, j'ai appelé la gendarmerie de Riom. À cette heure-là, il y avait personne. Je pense que ça a basculé le standard et j'ai eu la gendarmerie de Toulouse. D'accord. Je leur ai expliqué en 2 mots ce qui se passait. Ils m'ont dit oui, madame, on est en train de faire l'observation nous aussi, mais m'appeler de Toulouse. Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir l'OVNI au-dessus de chez nous. Mais bon, apparemment, de Toulouse, ça se voyait. D'accord. Cela dit, lorsque je suis revenue, mon époux est encore là. Moi, je l'ai tiré. Évidemment, ça a l'air un peu puéril, mais je l'ai obligé de se mettre sous le porche parce que j'avais peur de ces grands éclairs. Oui. Puis ça s'est arrêté et ça a continué à s'élever tout doucement. À ce moment-là, c'est devenu gros comme une orange, nous ce qu'on voyait. Oui. Et il y a eu 2 avions militaires, apparemment militaires parce que ce sont de petits avions rapides, vous savez, qui passent dans le ciel. Oui. Et à côté de cet objet, on aurait dit 2 moustiques et une orange. Je peux vous dire à peu près la taille, échelle, quoi. La taille. Bon, je sais que c'est approximatif, mais bon, voilà, c'est ce que nous avons vu. J'ai dit, tiens, on est en train vraiment de l'observer de près. Ils ont été courageux, ils sont allés voir de plus près, mais c'est tout. À quelle distance ils étaient de l'objet, je n'en sais rien. Ensuite, c'est devenu un peu rosissant le dessous. Alors, au fur et à mesure que ça s'est levé, on a vu, ça avait la forme je me suis fait des schémas pour m'en rappeler, la forme d'un fer à cheval. Ce fer à cheval a fait, pendant quelques secondes, des éclairs, pas des éclairs, mais des lumières de la couleur de l'arc-en-ciel, mais pendant juste quelques secondes. Ensuite, c'est devenu tout rose, mais toujours pareil, la forme d'un fer à cheval. Et 2 boules rouges ensuite, et puis ça s'est tout doucement levé, jusqu'à devenir gris et avoir une trace grise dans le ciel. Bon, là, il faisait un peu plus sombre, nous on s'est couché, non, on s'est pas couché, on est rentré à 11h du soir, juste avant d'aller se coucher, on est ressorti, et c'était encore dans le ciel, et on voyait toujours, mais d'un gris pâle, comme si c'était imprimé dans le ciel, où c'était très, 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 très haut, voilà. Donc ça a duré très longtemps quand même. Oui. Si les gendarmes étaient en train d'observer, on peut vous dire que mon témoignage était réel, parce qu'ils étaient à Toulouse. Bon, et depuis, ça m'a un petit peu perturbée, on n'ose pas trop en parler, on se dit, bon voilà, c'est votre émission qui m'a un peu encouragée, je suis tombée comme ça par hasard, et puis je me suis décidée au dernier moment de vous appeler. C'est gentil à vous. Et alors, c'était donc en 2002 ? En 2002, le lundi 22 avril, en 2002, à 20h54, voilà. Merci pour ce témoignage très précis. Jacques Patenay, c'est quand même étonnant, cette dame qui est à Riom, à une 30aine de kilomètres de Toulouse, appelle la gendarmerie, tombe sur la gendarmerie de Toulouse, qui lui dit « Je sais, nous sommes aussi en train d'observer ce phénomène ». Oui, effectivement, bon, je crois que le dossier est effectivement arrivé chez nous. C'était une époque malheureusement un peu où il se passait pas énormément de choses. Donc, mais effectivement, je crois que j'ai le témoignage de cette dame. Ah oui, en plus, vous l'avez. Oui. Et donc là, c'est une affaire que vous pouvez peut-être plus
trop investiguée parce que ancienne, 2002 quand même. Oui, il y a des fois des affaires plus anciennes qu'on arrive aussi. Il y a des affaires qu'on a repris 3 ans après ou 4 ans après parce qu'il y a un phénomène nouveau. Le problème avec le phénomène lumineux, c'est qu'ils ont disparu depuis et puis que c'est pas toujours très facile de revenir. Sauf qu'en général, comme madame, les témoins ont en général un souvenir extrêmement précis de ce qu'ils ont. Là, visiblement, ça s'est passé en 2002. Et elle s'en souvient encore. C'est en général le cas. Les gens qui ont un peu traumatisés ou vraiment impressionnés, du moins, par ce qu'ils ont vu, en général, un souvenir très très précis de ce qu'ils ont vu. Est-ce que c'est un dossier que vous allez rouvrir? Parce que visiblement, si elle l'a vu, les gendarmes de Toulouse l'ont vu, il y a dû y avoir du monde. C'est possible, effectivement, que le dossier soit rouvert. Je peux pas. Dites-moi, Pierre Lagrange, que pensez-vous de cette observation? Malheureusement, pas grand-chose, parce que c'est encore une fois, on est dans le même cas de figure, quoi. On a des récits tout à fait intéressants, je dirais passionnants plus qu'intéressants, et justement, on peut pas faire grand-chose avec tel quel, quoi. En tous les cas, comme ça, on peut réagir à chaud, mais ça nous apporte pas grand-chose. Enfin, c'est tout à fait. Ce qui est bien, c'est la démarche que les gens rapportent justement. Oui, et aillent à la gendarmerie pour signaler. Oui. Donc ça, c'est donc les gens ont une démarche citoyenne, mais voilà, il faut pouvoir faire que ce soit plus systématique, que ce soit mieux encadré, qu'il y ait des outils pour reconstituer ce que les gens ont vu. Voilà, il y a vraiment tout un tas de protocoles à mettre en place, parce que sinon il faut quand même pas oublier que ça fait 60 ans qu'on discute sur ce genre d'affaires. Oui, mais vous avez raison. Mais ceci étant, les protocoles, ils pourront être mis en place avec, je dirais, certaines catégories de témoins, les astronomes amateurs, les pilotes privés, enfin tout un tas de catégories de gens qui ont en commun un bagage technique hobby, je parle pas de bagage technique, mais au moins un hobby ou une activité qui les incite à regarder le ciel. Plus souvent. Alors avec ces gens-là, on peut arriver à à les sensibiliser mieux, alors envoyer des formulaires de compte rendu ou de choses comme ça pour avoir des données. Bon, ceci étant, le témoin qui est dans son jardin chez lui et puis qui voit quelque chose, on pourra jamais raccrocher tout le monde à un réseau d'observateurs défini. Enfin, je veux dire. Donc, il nous restera toujours que le témoignage de la gendarmerie dans l'état où il nous arrive au jour d'aujourd'hui. Oui. Pierre Lagrange, il est 55 là, il nous reste 5 petites minutes, un petit peu moins pour conclure. L'hypothèse extraterrestre, est-ce que on doit la mettre de côté ou on ne peut pas en faire l'économie dans certains cas? On peut pas en faire l'économie dans le débat, c'est clair. C'est-à-dire qu'elle occupe le terrain depuis 60 ans. Et c'est de toute façon une hypothèse tout à fait stimulante. Il s'agit pas on peut pas avoir de réponse catégorique à ce genre de questions. Mais c'est clair que, comme dans le programme SETI, de toute façon, en cherchant les extraterrestres, on trouvera toujours autre chose. Donc on perd pas son temps, je dirais. Il vaut mieux avoir des hypothèses riches à vérifier que des hypothèses, l'hypothèse de la méprise ou de l'hallucination, on va pas tellement loin avec ça. Donc je pense que c'est vraiment une aventure intellectuelle, il faut le prendre comme tel, et ça vaut toujours la peine de se poser des questions intéressantes. Après, il faut le faire dans un cadre rigoureux, mais justement, toute la question sur l'hypothèse extraterrestre, il y a eu toute une littérature qui existe, qui permet aujourd'hui de discuter de façon intéressante là-dessus, et éventuellement d'essayer de le relier à la question des ovnis, et de voir ce qu'on peut générer avec ça, mais sans avoir aucune certitude pour l'instant. Jacques Patonnet. Oui, tout à fait. Mais je crois que on ne rejette pas, on ne rejette aucune hypothèse par définition. On est ouvert à tout type d'hypothèse. L'hypothèse extraterrestre en est une, en fait partie absolument. Il n'y a pas de tabou vis-à-vis de l'hypothèse extraterrestre. La difficulté, c'est que bon, pour le moment, rien ne permet ni de la confirmer ni de l'infirmer. Alors est-ce qu'on arrivera à avancer dans ce domaine, j'espère, mais bon, pour le moment,
Il faut bosser. Il faut bosser. Effectivement. Pierre Massias, mon collaborateur pour cette émission, vous le connaissez maintenant, vous qui nous écoutez, m'a passé un petit papier concernant le témoignage de Chantal. Ça ressemble à un ballon stratosphérique observé à Toulouse en 1995. C'est vrai que ça fait partie des explications aussi. Ah oui, tout à fait. Non, mais il y a beaucoup de méprise par rapport à des ballons. Ouais, ça c'est sûr. Une des recherches qu'on fait en priorité quand on a un témoignage, c'est qu'effectivement d'essayer d'investiguer les ballons qui ont pu être lancés, soit par nous, le CNES, on en lance un certain nombre, des ballons météo, et il y a des ballons d'enfants qui nous ont fait des coups pendables aussi. Des coups pendables aussi, hein. Tout à fait. Effectivement. Bien, nous en arrivons à la fin de cette émission. Pierre Lagrange, merci de nous avoir accompagnés, et je suis sûr qu'on se retrouvera encore dans les Aventuriers de l'étrange, si vous le permettez. Avec plaisir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Jacques Patenay, merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'à nos studios. Et puis, restons en relation. Évidemment, si vous avez des cas intéressants, n'hésitez pas à nous appeler. Et vous serez le bienvenu dans cette émission pour nous en parler, en tout cas. J'y manquerai pas, je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques Patenay, donc directeur du GEPAN au CNES, Centre National d'Études Spatiales, qui est basé à Toulouse. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Che se Lorio Massarini, soutiene Retina Force. Notre émission se termine. J'aurai grand plaisir avec toute mon équipe à vous retrouver samedi et dimanche prochain pour continuer à explorer ces chemins étranges et mystérieux et non moins fascinants. Samedi donc au programme les guérisseurs. C'est une émission, vous le savez, qui devait être prévue pour ce samedi-ci, mais des raisons personnelles de nos invités ont fait que nous avons repoussé cette émission à samedi prochain. Donc samedi prochain, les guérisseurs, et en même temps, dans l'émission, il y aura les résultats de l'expérience de télépathie, peut-être, puisque Pierre Massias, enfin, on fera tout pour vous donner en tout cas quelques résultats samedi prochain. Et dimanche, en revanche, un sujet beaucoup plus grave. Nous parlerons des sectes et surtout de la lutte anti-secte. Parce que concernant le mystérieux et l'étrange, ce n'est pas les derniers à vouloir l'exploiter au détriment malheureusement de certaines personnes qui sont dans des situations difficiles. Donc dimanche, les sectes et la lutte anti-secte. Merci à Pierre Massias qui m'aide à construire cette émission tous les week-ends. Merci à Grégory qui est le réalisateur de cette émission. Et puis un grand merci à Cyril qui va quitter le navire pour voguer vers d'autres cieux, qui a tenu le standard au 0826 300 300 depuis le début de cette émission. Je lui souhaite bonne chance et bon vent, et on se retrouvera peut-être sur d'autres ondes, sur d'autres dossiers, qui sait. En tout cas, merci à lui de nous avoir accompagnés. Rendez-vous donc sur Sud Radio samedi et dimanche prochain, 22h minuit. Je vous souhaite une belle nuit.